Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous amène chasser les fantômes avec moi. C'est parti. Dernièrement, j'ai lu The Phantom Atlas, qui m'a été recommandé par un ami. Mathis, si tu vois cette vidéo, gros merci à toi. Alors The Phantom Atlas, c'est quoi? J'en sais rien. C'est un atlas du monde, non pas comme il existe, mais tel qu'on pensait qu'il a existé. Un fantôme écrit PH peut être une île mystérieuse, l'Atlantide locale le plus connue, une cité fantastique inexplorée, typiquement l'Eldorado, ou une bizarrerie géographique du genre la Terre est plate ou la Corée est une île. Autrement dit, c'est une anomalie géographique parfois irrésolue. Attention, beaucoup de ces lieux sont le fruit d'erreurs d'interprétation, d'inventions ou même de fantasmes. On se base majoritairement sur des mesures et des récits des siècles passés et beaucoup de faits ont été débunkés dans ce livre. Mais certains cas sont cool de par leur mystère ou de par l'intérêt qu'ils ont suscité. Alors il y a des dizaines de cas, ça part dans tous les sens, j'ai préféré resserrer notre récit autour de 3 îles mystérieuses. La chasse est ouverte. Alors, on va commencer notre top avec une courte histoire qui n'en reste pas moins fascinante. En 1762, l'Aurora, un navire marchand espagnol conduit par José de Liana, rentre à Cadiz après avoir assuré une mission à Lima au Pérou. À mi-chemin entre les îles Falkland et la Géorgie du Sud, l'équipage repère 2 îles. Cette voie maritime, grâce à sa proximité avec le Cap Horn, est pas mal fréquentée par des navires marchands et sans surprise, les îles sont régulièrement notifiées et identifiées. Elles sont aperçues par la frégate San Miguel en 1769, puis de nouveau par l'Aurora en 1774, par la Perla en 1779 et finalement par le Dolores en 1790. Mais ce n'est pas tout, car durant la même année, le capitaine Manuel de Oyarbido fixe les coordonnées des îles et en découvre même une 3e qu'il baptisera Isla Nueva. En 1794, l'explorateur espagnol José Bustamante Guerra est chargé de les cartographier. Il trouve facilement la première île à 57°37 au sud et 47°49 à l'ouest. D'ailleurs, concernant la lecture des coordonnées géographiques, je ne sais pas du tout comment ça se lit. S'il y a des géographes qui me regardent, je vous en prie, corrigez-moi en commentaire. Il fait ses observations et ses mesures à une distance d'1,8 km et 4 jours plus tard, il atteint la 2e île. Une distance modérée donc. Bref, nos 2 îles sont bien cartographiées. Bustamante a fait du bon boulot, il remet ses travaux à la Société Royale Hydrographique de Madrid, RAS. Mais il est où le mystère? J'y viens. Plus de 20 ans plus tard, en 1820, le chasseur de fourrure britannique James Weddell arrive à la zone indiquée par Bustamante, mais rien, niet, nada. Que des eaux ouvertes dépourvues de tout relief terrestre. Alors notre Weddell refuse de croire que les 6 précédents voyages ont tous rapporté des mesures et des observations biaisées. Il n'en démord pas, il reste sur place pendant 4 jours, mais aucune trace des îles Aurora. Il décrète finalement que ces découvertes ont dû être altérées par les apparences. Et Weddell a raison, il n'y a aucune île dans le coin. On fait un peu de check sur Google Earth, c'est vide. Pour l'instant, aucune explication satisfaisante n'a été à ce jour établie pour déterminer une cause à ce mystère. Plusieurs facteurs sont effectivement à prendre en compte. La faible visibilité liée aux conditions climatiques de l'Antarctique, une hallucination relative au désespoir de ne pas trouver une île durant des semaines, peut-être même une destruction pure et simple à cause de l'activité volcanique, ou tout simplement les marins n'auraient-ils pas confondu les auroras avec une partie des Falklands? Cette bizarrerie motive en 1823 Benjamin Morel et en 1830 Joey Biscoe à partir à la recherche de ces îles, mais sans succès. Ce n'est qu'en 1856 que notre fantôme sera retiré de toute cartographie officielle. En attendant, le mystère demeure. Ok, pour chasser notre second fantôme, je vous emmène à Antillia et non aux Antilles. Malheureusement, ce n'est pas un voyage aux Caraïbes que je vous propose, mais la suite n'en demeure pas moins intéressante. Petit point de contextualisation. En 611, les Maures, peuple musulman d'Afrique du Nord, débarquent pour conquérir l'Europe via la péninsule ibérique, et c'est la panique. Dirigée par le général Tariq ibn Ziyad, cette campagne dure 8 ans et suffit à placer les actuelles Espagne et Portugal, gouvernés à l'époque par des souverains visigoths-chrétiens, sous la loi islamique. D'ailleurs, il ne s'arrête pas là et traverse les Pyrénées. En France, on connaît mieux ces événements à travers la bataille de Poitiers de 732 et de son héroïque Charles Martel qui fait souvent l'objet de fantasmes par certains courants de pensée nationaux. Mais je commence déjà à dérive. Pendant cette période, cet évêque aurait alors fui par la mer et aurait découvert Antillia. Chacun aurait construit une magnifique cité recouverte d'or, donnant au passage à Antillia son surnom de ville aux 7 îles. En vrai, on sait pas trop quand les prêtres auraient pu fuir. On range ça dans le tiroir des légendes et le mythe d'Antillia n'est plus pris au sérieux. Mais en 1424, une cartographie du Vénitien Pizzigano fait apparaître notre île dans l'Atlantique à 1400 km du Portugal sur la même latitude que Gibraltar. On prête à Antillia une forme de rectangle et elle est bordée par 7 villes mentionnées précédemment. Elles ont pour nom Asai, Ari, Vra, Jaizos, Marnio,
Antsuli et Chiod. En 1452, Henri le prince du Portugal, ou Henri le navigateur pour les intimes, envoie un capitaine du nom de Diogo de Teive et un noble espagnol, Pedro de Velasco, partir à la recherche de notre fantôme. La mission est un échec. Un astronome italien, Paolo Toscanelli, pense lui qu'Antillia se trouve à 50 degrés à l'est du Cipangu, l'ancien nom du Japon. Alors petit rappel, à cette époque l'Amérique n'a pas encore été découverte, il est totalement admis dans la conscience collective de partir du Portugal pour rejoindre le Japon par l'ouest. C'est d'ailleurs le but de Christophe Colomb quand il entame son expédition. Bref, considérant cette nouvelle hypothèse, le roi Rao II autorise Fernando d'Ulmo, un gouverneur du nord des Açores, à rejoindre l'île d'Antillia et de réclamer le rattachement de son territoire à la couronne du Portugal. Dans le plus grand des calmes. Ironie du sort, d'Ulmo ne trouve rien si ce n'est que de violentes tempêtes. D'ailleurs, revenons à Christophe Colomb qui lui aussi croit dur comme fer à Antillia et aimerait l'utiliser comme point de relais pendant son fameux voyage vers les Indes. Il se fie donc aux indications laissées par Martin Behaim sur sa représentation du globe terrestre. L'île se trouverait alors à 28 degrés au nord, mais rien n'y fit, elle demeure introuvable. Le dit globe comporte également une note. En l'an 734 après la naissance du Christ, alors que toute l'Espagne était envahie par les païens africains, cette île d'Antillia, appelée aussi l'île des 7 villes, fut peuplée par l'archevêque de Porto avec 6 autres évêques et certains compagnons, hommes et femmes qui avaient fui l'Espagne avec leur bétail, leurs biens et leurs propriétés. En 1414, un navire espagnol s'approcha de cette île sans danger. Hernando, le fils de Colomb, veut lui aussi croire à ce fantôme. Il écrit un livre en 1571 qui explique que les évêques auraient fui le Portugal en 714, alors gouverné par le roi Roderick. Devant la fatalité des événements, les hommes d'église auraient brûlé leur bateau en arrivant à Antillia. En plus, il ajoute que pendant le règne de Henri le Navigateur, un bateau portugais aurait fait naufrage sur la dite île. Le bateau serait ensuite rentré au Portugal et quand la couronne lui aurait demandé de retourner sur place afin de valider leur témoignage, il aurait disparu. Finalement, c'est Eustache de la Fosse, un marin français, qui est le premier à avoir percé ce mystère. Effectivement, les évêques ayant colonisé l'île étaient rompus à l'art de la nécromancie et auraient jeté un sort sur Antillia afin de la protéger en la rendant invisible. Et ne vous moquez pas, parce que notre Eustache, il a une preuve implacable. Selon lui, plusieurs témoins auraient vu des oiseaux voler autour de la supposée localisation de notre fantôme. Enfin bref, le mystère se désépaissit, le chroniqueur Antonio Galvao raconte en 1563 qu'une mission portugaise en partance de Gibraltar aurait trouvé une île dans les Caraïbes habitée par des gens parlant portugais et s'enquérant de savoir si l'Espagne était toujours gouvernée par les morts. C'est toujours pas sourcé, mais on n'en sait pas plus sur cette île. Mais pour Galvao, les choses sont claires et Antillia se trouve dans les Caraïbes. Et petite anecdote véridique cette fois-ci, c'est le nom de ce fantôme qui donnera son nom aux Antilles. Ok, cette fois-ci on part en direction du Mexique. Notre fantôme est au cœur d'une affaire géopolitique entre les États-Unis d'Amérique du Nord et les États-Unis du Mexique. Oui, il y a plusieurs États-Unis. Oui, je suis un immense casse-couille. Alors avant de commencer, il faut que je vous explique rapidement ce que les anglophones appellent un donut hole. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 tente de réguler l'utilisation de l'espace maritime par les États. Très grossièrement, chaque pays a une ZEE, une zone économique exclusive sur laquelle ils sont souverains. Leur loi s'applique sur cette zone. Elle s'étend de sa ligne de base sur la côte jusqu'à une distance de 370 km. Dans les faits, c'est loin d'être aussi simple. Au-delà, ce sont les eaux internationales ou la haute mer dont la juridiction dépend de normes internationales. Regarde ces pauvres cloches là-bas, à terre, avec leurs lois et leur morale. Et quand deux ZEE se rencontrent mais pas totalement, elles peuvent former un trou dans lequel règne un vide juridique total. Et ça n'a rien à voir avec la haute mer. Bref, dans le golfe du Mexique, il y a plusieurs donut holes. En fait, j'ai horreur des anglicismes, mais j'ose pas donner une traduction en français. Trou de donut. Ça fait blase d'accès de cul. Et l'un d'entre eux contient une grande quantité de pétrole. Vous avez dit pétrole? Il n'en fallut pas plus aux États-Unis d'Amérique du Nord pour montrer son intérêt sur la dite réserve qui pourrait représenter 22 milliards de dollars à la revente en baril. Soit 17% des recettes états-uniennes liées à la production pétrolière. Une broutille. Les enjeux économiques sont donc énormes tant pour le Mexique que pour les USA et une course pour la régularisation de cette zone est lancée. Plusieurs cartes décrivant le territoire mexicain vont refaire surface et pourraient bien aider le Mexique alors très mal embarqué dans ces négociations. Ces cartes situent au beau milieu d'un donut hole abritant de riches ressources pétrolières, une île nommée Bermera. Si l'existence de ce fantôme est attestée, la donne change complètement. Puisque la ZEE du Mexique sera fortement élargie, le rendant souverain sur ce territoire et propriétaire de l'or noir qu'il contient. La première apparition de Bermera date de 1539 dans une carte du Yucatan et des îles Adyacentes réalisée par Alonso de Santa Cruz. Alonso de Chavez la situe exactement en 1540 au 22°33 nord et 91°22 ouest. Sa dernière apparition se fait en 1920 dans Geographic Atlas of the Mexican Republic. Bref, en 1997, les USA et le Mexique entament des négociations afin de délimiter la souveraineté de cette zone. Un navire mexicain est
est envoyé afin de prouver l'existence de Bermera, mais il ne trouve rien. Le traité est établi en 2000 et le Mexique peut aller se faire voir pour le pétrole. Alors on pourrait croire que le dossier de Bermera est enterré, mais les théories du complot vont de bon train. Premièrement, les hypothèses sur sa disparition sont crédibles. On essaye d'amputer ça au réchauffement climatique, peut-être que c'est dû à la montée des eaux, peut-être qu'un tsunami a eu lieu. Un peu tiré par les cheveux, mais bon, en soi, rien de bien délirant. Mais accrochez-vous bien. En novembre 2000, 6 sénateurs appartenant à la majorité gouvernementale font part de leurs suspicions. Pour eux, la disparition de Bermera est intentionnelle. Un fantasme collectif voudrait que les USA aient utilisé une bombe H pour rayer notre fantôme de la carte. Saul Milan de l'Institut National de Polytechnique essaye de raisonner l'opinion publique. Ouf! Enfin un scientifique! Pour lui, une bombe H c'est trop cramé et les États-Unis d'Amérique du Nord auraient trouvé un moyen de faire monter le niveau de la mer afin de faire disparaître l'île. Ces conneries. Mais en 2009, une équipe d'experts issue de l'université indépendante de Mexico prend la mer afin d'essayer de trouver notre fantôme. Ils apportent toutes les mesures nécessaires afin de prouver sa non-existence. D'autant plus qu'aucune imagerie spatiale n'est capable de situer Bermera. Alors pourquoi est-elle régulièrement mentionnée jusqu'au XXe siècle? Le mystère demeure, mais on sait qu'au XVIe et au XVIIe siècle, la falsification des cartes est monnaie courante afin de tromper un adversaire commercial ou politique. Bon, comme je suis gentil, je vous fais un petit bonus dans ce top. Alors pourquoi la vidéo ne s'appelle pas Top 4 des îles mystérieuses du Fantôme Atlas? Parce que ce quatrième cas, ce n'est pas une île, c'est un pays. Que dis-je? Un continent, une planète, une galaxie. Oui, on a compris, c'est un pays, du moins un pays avec une dimension continentale. Après tout, l'Australie n'est-il pas un pays sur une île? Comme d'hab, les géographes, arrêtez-moi si je dis n'importe quoi. Bref, l'histoire que je vais vous raconter fait encore débat parmi les historiens, car elle pourrait acter la découverte de l'Amérique 1000 ans avant Christophe Colomb. Alors, juste calmons le jeu, hein. La découverte de l'Amérique, c'est un peu le point Godwin de l'histoire. Dès qu'un type trouve un endroit un peu mystérieux, t'auras le choix universitaire pour dire « Oh mais c'est incroyable, ce garçon a découvert l'Amérique !» En 499 après Jésus-Christ, un vieux moine âgé de 90 ans, Hui Shen, aurait découvert une nouvelle contrée du nom de Fuzheng. On retrouve les traces de son témoignage dans le Liangliu, ou plutôt l'histoire de la dynastie Liang, écrit en 635. Rien que ça. Petit point de contexte et accrochez-vous. La dynastie Liang est une dynastie chinoise entre 502 et 559. Plus spécifiquement, c'est la troisième dynastie dite du Sud dans la période très bordélique des dynasties du Nord et du Sud, qui prend place entre 420 et 581, et qui succède à la 7e dynastie impériale chinoise des Jin orientaux et précède la 9e dynastie impériale des Sui. Ah oui, parce que je ne vous parle pas des dynasties pré-impériales ou des dynasties mythiques ou semi-mythiques. Je vous ai perdu? Vous inquiétez pas, je sais même pas ce que je vous ai raconté. Du coup, Hui Shen fait part de sa découverte à l'empereur Wuti et retraçons ensemble son périple. Avec un groupe de moines bouddhistes, ils arrivent à trouver un bateau et vont au nord-est du Japon dans le pays de Tahan, l'actuel Kamchatka. Ils croisent des autochtones sibériens éleveurs de rennes, puis des Inuits qu'ils décrivent comme ayant le corps recouvert de tatouages. On n'a pas trop de détails supplémentaires, mais on sait qu'ils auraient continué la route vers le sud-est pendant 10 000 km. C'est beaucoup. Et finalement, ils atteignent le pays des merveilles, Fuzheng. Selon certaines simulations historiques, nos amis pourraient avoir atterri au centre du Mexique. Ah oui! Leur terre serait riche en or, en argent, en acier et en cuivre. Il fait une description en somme toute basique du peuple local. Il serait gouverné par un roi et son gouvernement et serait dépourvu d'une force militaire concrète. Bref, la vie du peuple local ne serait pas encadrée par une religion, mais plus par des rites traditionnels qui vont encadrer l'union entre un homme et une femme, ou qui vont indiquer l'attitude adoptée pendant un décès, mais rien de plus concret. Le plus amusant, c'est sa description de Nuguo, un pays de femmes situé à 500 km d'ici. Apparemment, ces femmes seraient de toute beauté, avec une peau recouverte de poils. Après tout, les standards de beauté diffèrent selon les époques et les cultures. Elles ont des cheveux qui touchent le sol et mettraient 6 à 7 mois pour enfanter. Et comme elles n'ont pas de sein, elles nourriraient leur progéniture avec un liquide blanchâtre que produirait leur chevelure. Alors mon Hui Shen, comment te dire? Soit t'as découvert une nouvelle espèce humaine, soit ce ne sont pas des humains, soit t'es un gros mytho. L'homo sapiens ne peut pas faire ça, mec. Bon, continuons. À 100 jours, l'enfant peut marcher et devient adulte à l'âge de 4 ans. Allez, c'est bon, c'est quoi ces conneries? Non, en vrai, on le pardonne. Tu prends chaque explorateur ancien, à chaque fois il raconte des mythos pour impressionner la galerie. Bon, lui il abuse, mais vas-y, je comprends. N'empêche que, comme précisé précédemment, son récit est au cœur de plusieurs débats universitaires. Beaucoup pensent qu'il a réellement atterri au Mexique, ce qui serait dingue pour un moine chinois de son époque. D'autres évoquent les montagnes rocheuses en Amérique du Nord, la Sibérie et les îles septentrionales du Japon ne sont pas à exclure également, ou c'est juste un gros mytho. D'ailleurs, on retrouve Fuzheng dans plusieurs cartes à la fin du XVIIIe siècle, notamment dans l'encyclopédie Diderot de 1779, quand l'Ouest américain paraissait encore lointain et difficilement atteignable. Bref, la chasse est finie. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je comptais vous remercier pour vos retours sur ma première vidéo, il y en a eu beaucoup et ça m'a fait
super plaisir. En tout cas, un gros merci et je vous embrasse.